Bonjour, super, bien installés, les feuilles sous la chaise. Alors, que je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, c'est la dernière séance avec moi. Il y aura d'autres séances avec les bibliothécaires, avec vos enseignants bien sûr, et avec Cinévie. Mais avec moi, c'est la dernière. Et moi, donc, je suis la journaliste qui suis censée vous préparer à votre rôle de journaliste. Qu'est-ce qui se passe entre deux personnes ? Hein ? Avec des bonnes questions. Avec des bonnes questions, ça on l'a dit, on les a préparées, il faut qu'elles soient bonnes. Il faut un dialogue. Il faut faire un dialogue. Comment on fait ? Qu'est-ce qui intervient dans le dialogue ? À toi. Bonjour, je m'appelle Aline. Alors on n'a pas entendu, relève-toi s'il te plaît. Je m'appelle Aline. Alain, je vous ai dit que ce qui m'intéressait, c'est ce que vous en pensez. En général, on vous traite comme des enfants, on se moque de ce que vous pensez. On s'en fout. On vous oblige à faire des choses. Moi, je vous propose d'essayer de comprendre ce que vous ressentez et de nous le dire parce que ça nous intéresse, ce que vous avez à dire. Alors, super, elles sont très bien vos questions. Celle-ci rajoute quelque chose par rapport aux autres, c'est qu'elle donne votre propre avis. Et ça, c'est très important. Hein. Et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Ça s'appelle ce projet. Donc, vous avez le droit de penser que c'est bien, que c'est pas bien, que c'est intéressant, que vous l'avez déjà lu, que le sujet est intéressant, mais que l'écriture, la forme ne vous plaît pas, ou que vous adorez la forme. Vous avez le droit d'avoir des avis sur le thème aussi. Hein, que ce soit, enfin, là, notre thème, c'est l'amour. Alors, le dispositif est simple. Vous allez passer 3 par 3. C'est un échange, une petite conversation. Donc, on va recréer une petite conversation. Vous serez 3. Et après, vous pouvez poser des questions à vos camarades aussi, qu'on fasse une conversation. Alors, est-ce que tu penses que, par exemple, dans les réseaux sociaux, quand on met des photos pour rigoler, comme ils ont fait là pour rigoler, ça peut tourner plus mal ? Bien sûr. Bien sûr. Et tu es prudent ? Ouais. Il t'a plu ce livre, on dirait ? Ouais, on ne peut pas se forcer. Et tricher, est-ce que ça comporte des risques ? Hein, quoi, par exemple ? Perdre son amitié, ouais. Ça, c'est intéressant. Il y a des amours aussi qui finissent et qui se transforment en amitié. Ça aussi, ça existe. Et il y a ce qu'on appelle des amitiés amoureuses. Ça existe aussi. Hein, on est amis, on se séduit un peu, ouais, mais on reste amis. Et c'est mystérieux, et puis tout peut évoluer. Il y a des gens qui ont été amis au collège, qui vont se retrouver à 45 ans, et qui tout d'un coup vont tomber amoureux. Vous voyez, c'est complexe. En fait, tout est ouvert, tout est possible, il ne faut jamais désespérer de rien. Écoutez, là, il faut passer aux autres, mais je vous félicite parce que là, vous vous êtes écoutés, vous m'avez écouté, vous avez rebondi sur vos camarades, toi sur ce que moi j'avais dit. Moi, je sais pas, tiens, tu vois, regardez, j'ai la chair de poule, tellement que ça me fait plaisir. Merci. Ah non, s'il vous plaît. Séquence 2, prise 6. Deuxième classe. Je comprendrais que vous ne vouliez pas répondre, mais avez-vous vécu l'histoire de Rage ? Non. Séquence 2, prise 3. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la bibliothèque Robert Disnos pour le film Et moi qu'est-ce que j'en pense, saison 5, Parlez-moi d'amour. Nous sommes de classe de 4e des collèges Jean Jaurès et Marie de Villiers et nous travaillons depuis plusieurs mois pour préparer ce moment.
Nous avons appris à être journaliste et à mener des entretiens avec Aline Paillet, puis à être caméraman, réalisateur, ingé son, perchman, clapman avec l'association Cinévie. Le tournage de ce film a lieu dans le cadre du festival Hors Limite, le festival de littérature contemporaine en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, nous parlerons d'amour. Nous évoquerons ce vaste sujet grâce à la littérature et à la présence de 2 auteurs invités et une journaliste. Oriane Charpentier, romancière qui nous a offert un magnifique roman, Rage, chez Gallimard Collection Scripto. Sébastien Joannès, dramaturge et auteur de l'incroyable pièce Stroboscopie aux éditions théâtrales Jeunesse. Et enfin, Aline Paillet, qui nous a suivis durant une partie de l'année pour préparer cette rencontre. Bienvenue Oriane Charpentier dans notre émission. Je laisse la parole à Bader pour vous présenter. Bonjour Oriane Charpentier. Donc vous êtes bien né à Saigon en 1974. Vous êtes journaliste et auteur français. Vous avez été diplômé en 1996 au Centre de formation des journalistes de Paris. Et vous êtes l'auteur de 6 romans, dont Rage, que nous avons découvert. Donc je vais laisser la parole à Demi. Donc avez-vous quelque chose à rajouter ou à nous résumer le livre si possible pour ceux qui n'ont pas lu? Oui, alors c'est toujours difficile de résumer son propre livre, mais en gros c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une toute jeune femme. On la suit pendant 24 heures. On la voit au début du roman. Elle va à une soirée. On devine qu'elle est dans un état de souffrance aiguë à cause d'événements qui lui sont arrivés avant. Et le livre raconte comment, en quelques heures, parce qu'elle fait des rencontres, notamment elle croise un chien sur son chemin, et puis après elle croise un jeune homme. Voilà, ce roman raconte comment tout d'un coup sa vie bascule, comment elle sort d'une bulle de grande souffrance, et comment voilà, elle trouve un moyen d'en sortir, ou de commencer à percevoir comment elle va en sortir. En fait. Voilà. D'accord, merci. Bonjour Oriane. Je voulais savoir, votre parcours d'auteur a-t-il été long? Avez-vous eu des périples et des obstacles pendant ce dernier? Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'était un long parcours avant d'arriver, ne serait-ce qu'au premier roman. J'ai été publiée en 2006, donc ça fait maintenant 12 ans. Mais avant ça, j'ai beaucoup essayé d'être publiée sans forcément réussir. J'avais écrit un premier manuscrit à 18 ans qu'on m'a refusé, un deuxième manuscrit à 19 ans qu'on m'a refusé, et j'en ai écrit encore un autre à 24 ans pour lequel on m'a dit qu'ils avaient beaucoup hésité, mais ils me le refusaient aussi. Et j'ai fini par en écrire un autre à 28 ans, où là, ils m'ont appelé pour me dire que j'avais du talent, que j'étais écrivain, mais qu'ils ne me publieraient pas non plus. Et donc, sur le moment, c'était un peu difficile. Et j'ai pensé tout laisser tomber. Enfin, j'ai pensé arrêter d'essayer. Donc, j'ai décidé de me consacrer à mon autre métier qui était le journalisme. Mais il se trouve que 2 ans après cette décision, mon journal a fermé. Je me suis retrouvée au chômage. Et là, passé le moment où j'ai pleuré devant ma télé parce que je ne retrouvais pas d'emploi, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de recommencer à essayer d'écrire. Et là, j'ai écrit un 5e roman, un 5e manuscrit que j'ai envoyé et qui a été publié. Et voilà, ça a été mon premier roman. Et donc voilà, c'était le début de mon parcours d'auteur, enfin d'autrice maintenant. Mais c'était aussi la fin d'un long processus de maturation, je pense. Voilà. Merci. D'accord, merci. Et donc, nous avons une lecture de Mouna maintenant. Rage se tient debout au milieu du salon. Elle avise un siège dans un coin d'ombre près d'une petite bibliothèque aux bois sombres où des livres sans poussière. Elle s'y précipite.
Quand elle se pose, elle croise le regard d'un jeune homme. Il est assis sur le rebord de la fenêtre ouverte, il boit une bière au goulot de la main gauche. Sa main droite est posée sur son genou, elle ressemble à une serre d'oiseau, il y manque 3 doigts. À l'instant où les yeux de Raj se fixent sur elle, la main tressaille comme si on l'avait cinglée d'un coup de règle. Le jeune homme la replie vers lui, il détourne la tête dévoilant un profil aquilin, il lève le menton pour absorber une grande gorgée, ses paupières aux longs cils s'abaissent. Il y a quelque chose en lui qui émeut Raj, quelque chose de la grâce d'un aigle blessé. Mais le charme se rompt, la peur se réveille. Voilà qu'il se penche vers elle. « Salut, moi c'est Jean, tu veux boire quelque chose ?» Elle fait non de la tête. « Comment tu t'appelles ?»« Je suis l'ami d'Artémis. » Il sourit. « Je sais, moi aussi je suis un ami d'Artémis. Mais encore ?» Elle hausse les épaules comme s'il n'avait pas compris. Elle ne veut pas répondre. Penser à son nom d'autrefois lui donne envie de mordre ou de mourir. Donc, Oriane, avant toute chose, Florian, Ronaldo et Ilyes vous ont préparé une surprise. Bonjour, je vais interpréter Raj. Je vais interpréter Jean. Bonjour, je vais interpréter le lecteur. Ce lieu la laisse perplexe. Tout ça rien que pour des animaux. Elle se rappelle les hôpitaux de fortune dans son pays en guerre. Une pensée lui vient, fugitive et triste. Ici, les chiens sont mieux soignés que les enfants là-bas. Ça doit être dur pour elle. Ça doit être dur pour elle de repenser à son pays en guerre, dire que là-bas les enfants sont moins bien soignés que les chiens ici. Raj a dû connaître des choses horribles. Je vais me chercher un truc au distributeur. Tu veux quelque chose ? C'est drôle quand même cette obsession de la faire boire. Elle se rend compte soudain qu'elle a très soif. Comment fait-il ? On dirait qu'il la devine, qu'il voit en elle comme si sa peau était transparente. Cette idée la fait frissonner, mais non. Se rassure-t-elle ? Personne n'a ce pouvoir. Elle veut rester opaque. Que personne ne la voie à l'intérieur. Elle voudrait garder pour toujours secrètes ses chutes au fond du puits et ses bêtes voraces. Ça lui ferait du bien de ne pas tout garder pour elle, de plus parler de ses sentiments, mais on voit que c'est difficile. Quand elle émerge de ses réflexions, il est debout devant elle, le front plissé. Ça va ? Elle dit que oui. Elle répète encore oui. Une part d'elle a envie de pleurer, mais elle se met à rire. Elle se lève à son tour. Elle l'accompagne jusqu'au distributeur et une sorte de paix lui vient de marcher avec lui, tandis que leurs pas résonnent dans ce drôle d'endroit qui sent la peur et le chien mouillé. Ils iraient bien ensemble. Jean pourrait probablement l'aider à ouvrir son cœur, à mieux s'exprimer ses sentiments. Tout à l'heure, murmure-t-elle, dans le jardin, tout le monde avait peur du chien, mais pas toi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Toi non plus, tu n'avais pas peur ? Raj s'ébroue. Moi, ce n'est pas pareil. Il hoche la tête comme s'il comprenait ce qu'elle veut dire alors qu'elle-même ne le sait pas. Donc, merci pour cet extrait de Raj. Oriane Charpentier, avez-vous des impressions sur leur lecture ? Oui, c'est trop beau comme cadeau, je ne veux pas ne pas rebondir. Et pour cette lecture, Mouna, merci beaucoup. Et pour vous, votre lecture à 3, c'est vrai que c'est toujours émouvant d'entendre ces mots dits par des voix, surtout des voix jeunes comme les vôtres, parce que vous êtes les lecteurs pour lesquels j'ai écrit ce livre, le public de lecteurs. Et je trouve très, très surprenant et en même temps que c'est un cadeau aussi d'avoir la réaction du lecteur, parce que ça, c'est quelque chose que nous, auteurs, on n'a jamais, ces pensées secrètes du lecteur qui lit le livre. Et je trouve ça super intéressant que vous les ayez intercalées dans la lecture.
Donc voilà, je ne sais pas de quelle pensée, de quel lecteur, si c'est quelque chose que vous avez fait en classe comme ça collectivement, mais je trouvais très intéressant les interventions sur ce que vous disiez sur le fait que ça lui ferait du bien de ne pas garder tout pour elle. Et en même temps, sur le moment, mon personnage, Raj, elle a l'impression que si elle parle trop, elle va mourir. Mais mais effectivement, c'est petit à petit, elle mesure que peut-être elle va trouver de l'aide, en fait. Donc non, c'était très beau. Merci à vous. De rien. Et je voulais vous dire, on a beaucoup aimé ce livre. Et en fait, on a eu l'idée tous ensemble avec notre documentaliste d'incorporer le lecteur. Comme ça, on vous montre, pas que nous trois, mais aussi, je pense que c'est un peu ce que pense tout le monde, ce qu'on pensait du livre en tant que nous, lecteurs et adolescents. Et voilà, on trouvait ça intéressant pour vous, pour nous. Et voilà, on espère que vous avez aimé. Mais oui, vraiment. Merci. Bonjour. Oui. Pourquoi commencer l'histoire après les événements importants qui sont arrivés dans la vie de Raj? Oui, ça aussi c'est une bonne question. C'est vrai que je voulais que cette histoire ne dure que 24 heures, pour plein de raisons. D'abord parce que je voulais que le lecteur puisse la lire brièvement, enfin rapidement. Moi j'ai mis 6 mois à l'écrire, mais je voulais qu'on la lise en 2-3 heures. Ces événements qui lui sont arrivés avant, là aussi je les évoque, mais comme Raj comme vous l'avez mentionné, c'est un personnage très très pudique, elle parle très peu, elle ne veut pas dire ce qui lui est arrivé. Je voulais pas partir de trop loin et raconter ce qui lui est arrivé parce qu'elle ne veut pas qu'on le fasse. Et donc du coup je la prends là au moment où on la voit, par flash des choses lui reviennent. Et moi, quand j'écrivais, je faisais très attention parce que je voulais pas dire certains mots, parce que je me disais, c'était comme si mon personnage était à côté de moi et qu'elle me disait non, ça je veux pas que tu le dises. Dans ces moments-là, vous savez, on invente des personnages et en même temps, on a l'impression qu'ils sont tellement vivants pour nous, tellement réels qu'ils sont à côté de nous et il faut pas les trahir. Enfin, je voulais surtout pas trahir mon personnage. Donc voilà, je me disais que le lecteur, selon sa maturité et sa sensibilité ou sa connaissance aussi de l'actualité, parce que c'est inspiré d'une actualité, je me disais que le lecteur remplirait les blancs que je laissais en fait. Donc voilà, et je pense que d'une certaine manière vous l'avez fait. Enfin, voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. D'accord. Bonjour, c'est Yasmine. J'ai une question. Mais en fait, quel est le sentiment le plus important dans le livre? Seul entre Raj et Artémis, Raj et le chien ou Raj et Jean? C'est une belle question aussi. En fait, j'ai l'impression, là aussi, parfois j'ai l'impression que chaque lecteur a un ressenti face au livre qui peut varier selon vous ou vous. Et moi-même, parfois, ça varie au fur et à mesure de l'écriture, mais je pense que ces 3 personnages sont très importants pour Raj, mais pour des raisons différentes. Artémis, c'est la première personne à qui elle a fait confiance après ce qui lui est arrivé. Et en un sens, c'est la première qui l'a aidé à rester à ne pas être dans la folie ou à ne pas être dans la souffrance pure. Après, la rencontre avec le chien, c'est encore autre chose. Ce chien, je crois, Raj, c'est vraiment quelqu'un qui a eu sa personnalité, son identité morcelée, émiettée. Et elle ne sait plus qui elle est, elle n'arrive plus à reconstituer toute son identité qui a explosé. Et de croiser ce chien dont elle a l'impression qu'il lui ressemble un peu, mais en plus qu'elle peut sauver, qui n'est pas elle-même, elle n'arrive pas à se sauver, mais elle a l'impression qu'elle va pouvoir sauver ce chien. Donc c'est déjà le début où tout d'un coup elle commence à se réapproprier elle-même, à redevenir, à redevenir un peu plus vivante. Et puis tout d'un coup, après le chien, il y a cette rencontre avec Jean. Et Jean, c'est encore différent. Jean, c'est la possibilité justement d'une rencontre amoureuse. Ce qu'elle n'a pas avec Artémis, ce qu'elle n'a pas avec le chien. Et voilà, Jean, c'est vraiment le... Avant Jean, elle
elle a du mal à être encore une jeune femme parce que c'est trop douloureux. Mais rencontrer cet homme-là, ce garçon, parce qu'il est jeune, pour moi, il a 18, 19 ans, c'est l'espoir d'une possible rencontre amoureuse. Donc voilà, pour moi, c'est comme, vous voyez, des marches pour moi ou des étapes sur un chemin. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ça, si c'est comme ça que vous l'avez ressenti, mais cette idée d'une possible rencontre, mais c'est ce que je voulais suggérer en tout cas. D'accord, merci. Bonjour, j'aurais une question. Moi, je m'appelle Florian. Je voulais vous demander par rapport à la couverture, pourquoi avoir mélangé Rage, donc sa tête, j'imagine, et le corps du chien? Oui, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, cette couverture. J'envoie le texte à une éditrice et après, elle me fait des propositions. Et quand je l'ai reçue, j'ai été très touchée par cette couverture, même si elle est particulière, parce que je trouvais qu'elle disait beaucoup de choses. Je me disais, le dessinateur a vraiment compris le texte. Parce qu'en fait, pour moi, cette jeune fille, elle se sent... Elle est au début de l'histoire, ça n'est qu'un cri, ça n'est qu'une envie de mordre, ça n'est qu'un sentiment qui est la rage. Et la rage, ce mot, il exprime à la fois un sentiment très humain, cette colère, et puis il désigne aussi la maladie des chiens ou des loups, de canidés comme ça. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette ambiguïté qui est retranscrite par l'image. Et l'autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette image, mais ça c'est plus presque de la cuisine d'auteur, c'est que je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais à un moment donné dans le livre, je fais des allusions au mythe grec, à la mythologie grecque. Par exemple, au sphinx, à la méduse, il y a un moment où je dis médusée. Et parce que pour moi, Rage, dans sa souffrance, dans ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose d'intemporel qui nous vient de très très loin. Parce que quand j'ai écrit le livre, je relisais un livre qui s'appelle Antigone de Sophocle, qui est une pièce qui a été écrite il y a 2500 ans. Et j'étais un peu frappée. Je me disais, waouh, ça a été écrit il y a 2500 ans et c'était très actuel. Et donc il me semblait que ces mythes nous disaient quelque chose d'intemporel, et notamment le sphinx qui est mi-homme, mi-animal. Et ce sphinx a quelque chose de très particulier, c'est qu'il donne des énigmes aux hommes, et si les hommes n'arrivent pas à répondre, il les tue. Et je trouvais que Rage, dans son urgence, dans son absolu, dans sa souffrance absolue, elle est un peu comme un sphinx, c'est-à-dire si en face d'elle, elle a l'impression que les gens n'ont pas de réponse pour elle, elle les fuit, elle a envie de mordre, parce qu'elle est... Oui, elle est dans un... Oui, je ne sais pas comment exprimer ça, mais pour moi, Rage, la jeune fille, c'est un peu un sphinx à un moment donné. Donc, voilà. Je ne sais pas, vous, ce que vous en avez pensé, si cette couverture vous a parlé ou pas, mais peut-être vous l'avez trouvé bizarre, non? Enfin, je sais pas. Oui, un peu étrange comme ça, mais oui. Une fois qu'on a lu le livre, c'est un peu plus clair. Ah, d'accord. Merci. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Yacine. Ma question c'était pour vous demander, est-ce que Rage est l'une de vos plus grandes fiertés? C'est hyper gentil comme question parce que... Mais en fait, comment dire, je peux pas parler de fierté, mais je peux juste parler d'une expérience en tant que, quand je l'ai écrit, c'était douloureux. Quand elle est arrivée, ce personnage, parce que j'ai pas choisi d'écrire sur ça, tout d'un coup, ce personnage est arrivé en moi et elle avait une telle souffrance que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh non, je vais pas raconter cette histoire, ça va être trop dur. Mais je suis heureuse quand même parce que ce personnage, il restait en moi, il voulait pas partir tant que je raconte pas son histoire. Et du coup, je l'ai fait. Et je suis juste heureuse d'avoir pu mettre des mots pour qu'elle existe, en fait. Donc voilà. Et puis, je suis heureuse de ce moment-là qu'on partage, parce que je me sens très chanceuse de vivre ça avec vous. Voilà. Merci. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Dariana. J'avais une question et ce que je pensais. Votre histoire est très triste et on sent que Rage elle est brisée de partout et que... Pourquoi votre livre il est proposé aux enfants et pas aux adultes? C'est vrai, c'est une très bonne question. Comment dire?
c'est vrai que je me rends compte, là j'ai écrit 6 romans, je me rends compte que les thèmes sont finalement difficiles et que je travaille ou j'évoque des émotions dures. Avant mon précédent roman, Après la vague, c'était sur le deuil. Il y a un livre qui s'appelle La vie au bout des doigts qui est sur la Première Guerre mondiale. Enfin, je ne suis pas des sujets très gais. Mais ce qui me motive toujours quand j'écris ces textes et ce qui fait que je pense qu'ils sont quand même proposés à un public jeune, c'est que je ne trouve la force de les écrire que parce que je sais qu'à la fin, il y aura un mieux, il y aura une révélation, il y aura une rencontre, une belle rencontre. Si je ne devais écrire que des livres juste tristes et sans cette perspective d'une lumière au bout du tunnel, je laisserais tomber en fait. Mais là, de savoir que je vais tenir mon personnage et que je vais l'emmener jusqu'à Jean, jusqu'à ce moment où elle va dire son nom et où une paix en elle jaillira. Enfin, c'est hyper, je sais pas comment décrire ça, mais oui, ça crée une sorte de joie en fait. Voilà, enfin, là aussi pareil, j'espère que quand mes lecteurs lisent le livre, ils sont pas juste affligés par les mots qui sont durs et qui évoquent des choses dures. J'espère que s'ils lisent le livre jusqu'à la fin, ils en sortent plus consolés ou rassurés en fait. Voilà. D'accord, merci. D'autres questions dans le public peut-être? C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, j'ai beaucoup lu d'interviews ou de témoignages en fait. Ce qui me bouleversait dans certains des témoignages que j'ai lus de réfugiés, de femmes notamment, c'est ce qu'elles ne disaient pas. Il y avait toujours un moment où elles commençaient une phrase et le journaliste écrivait 3 petits points. Enfin, il y avait 3 petits points parce qu'elle se taisait. Et ça, c'est quand je voyais ce qu'elle taisait, enfin quand j'essayais de comprendre ce qu'elle taisait, j'étais bouleversée parce que voilà, c'est sur ces blancs que j'ai écrit Rage en fait, sur ce non-dit, ce qu'elle taise en fait. Et donc voilà, il y a ces témoignages. Il y a aussi le fait que pour Après la vague, j'ai été invitée en Allemagne dans le cadre d'un prix, le prix des lycéens allemands, en fin novembre 2016. Et c'était le moment où l'Allemagne accueillait 800 000 réfugiés, justement venant du Moyen-Orient. Et l'accueil se fait dans les gares. Et moi, il se trouve que pour faire ma tournée dans le cadre du prix des lycéens, j'allais de ville en ville. Et donc, j'ai pris beaucoup de trains. Et j'ai croisé... donc, dans ces gares, il y avait des pôles comme ça de réunion où on donnait de la soupe et des vêtements aux gens qui arrivaient. Et j'ai croisé des regards, notamment d'enfants, parce qu'il y avait beaucoup de familles qui arrivaient. Et certains de ces regards, c'était un choc. À chaque fois, j'avais l'impression que je lisais quelque chose. Et j'avais beau courir, prendre mon train, je restais à me dire, mais qu'est-ce que j'ai lu dans ces yeux d'enfants qui n'étaient plus des enfants? Enfin, voilà. Donc... D'accord. J'ai une question. Oui. Oui, c'est pour vous demander, Rage, vous l'avez écrit pour défendre les femmes? Ça aussi, c'est une bonne question. Je sais pas si je l'ai écrit pour ça, mais comment dire, moi j'ai l'impression que l'écriture n'a d'intérêt ou de la littérature en tout cas que si elle donne des mots, enfin si elle arrive à mettre des mots sur des sentiments par exemple qu'on a du mal à définir soi-même. Je pense que c'est pour ça là le thème c'est Par les mois d'amour et je trouve que la littérature est très forte quand pour nous, enfin moi elle m'a beaucoup été utile à votre âge et même après pour essayer de comprendre ce que c'est qu'être amoureux. Mais là, en l'occurrence, il me semble aussi que la littérature est utile pour mettre des mots là où parfois il y a tellement de... Enfin, je sais pas comment décrire ça. Justement, mettre des mots sur des silences en fait. Donc j'ai l'impression que c'était peut-être pour ça que j'écrivais ce livre. Après, je voulais aussi... Enfin, bien sûr, ce livre part d'une femme. Je sais pas si, en règle générale, je voulais... défendre les femmes, mais j'avais envie que cette jeune femme-là ait voix au chapitre, enfin qu'il y ait une voix pour elle, un mot pour elle en fait, une pensée pour elle. Voilà. Merci Oriane pour cette intervention, pour la réponse que vous nous avez donnée et pour les précisions sur votre livre. Et voilà, merci.
Merci infiniment. Bienvenue Sébastien Joannès dans notre émission. Je laisse la parole à Valdo pour vous présenter. Bonjour Monsieur Joannès. Vous êtes un écrivain français né à Dijon en 1974. Vous avez aussi écrit de nombreux romans de jeunesse, poésie, bande dessinée. Vous avez aussi écrit la pièce de théâtre Stroboscopie qui a servi aux élèves, qui nous a servi aussi pour nos débats sur le thème de l'amour. D'accord, merci. Pour entrer dans le vif du sujet, une lecture de Yanis, Ryan et Claude. Bonjour, je m'appelle Claude et je vais interpréter la fille. Bonjour, je m'appelle Ryan, je vais interpréter le narrateur. Bonjour, je m'appelle Yanis, je vais interpréter le garçon. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille quelque part dans une ville, sous un réverbère, et c'est le début de notre histoire. Ça dépend des filles. Mais si j'étais une fille, je me suiciderais, je me pendrais à mes cheveux, je boirais tout le monde démaquillant, je me grifferais, je m'étoufferais dans mes seins, je me maternerais mal, je me mettrais des coups de talon, je me soutiens-gorgerais, je me suiciderais si j'étais une fille. Si j'étais un garçon, ce serait bien, mais je suis une fille et j'ai des seins. Et des cheveux longs. Avec des cheveux longs, on attrape l'époux ou le cancer. Et une femme qui a le cancer, elle perd ses cheveux. Elle perd un sein, alors qu'un homme, il perd la boule. Le dialogue passe, et on sent nos personnages un peu plus à l'aise. Nous voici au milieu du livre. Si ça se trouve, on sera jamais amoureux, on n'aura jamais d'enfants. Et on sera chômeur, et on devra tuer et voler. On sera obligé de mentir, et on n'aura pas le choix. Mais on pourrait être amoureux en cachette, si personne nous voit. Il y a toujours moyen de s'arranger. Pour ma part, je connais déjà la fin du livre. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la fin du livre, il y a Stroboscopie de Sébastien Joannès. Merci à Ryan, Yanis et Claude pour cette lecture. Je vais laisser la parole à Monsieur Sébastien pour nous donner ses impressions. Super, merci. C'est le meilleur spot publicitaire que j'ai entendu sur ce livre. D'ailleurs, c'est le seul. Il n'y a pas eu de spot publicitaire. J'espère que ça va marcher. Merci à vous de penser à mes droits d'auteur. Donc, merci Monsieur Sébastien. Je vais laisser la parole aux journalistes qui vous ont préparé de nombreuses questions. Bonjour, je m'appelle Maori et j'ai une question à vous poser. Pourquoi présenter des personnages anonymes ? Ah, des personnages anonymes, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de prénom qui m'est venu. Parce que j'avais pas envie qu'il s'appelle Josiane ou Michel ou je sais pas quoi. Donc, en tout cas, il n'y a pas un prénom qui m'est arrivé. Et, voilà, donc ils sont appelés un garçon et une fille. Sinon, je les aurais appelés quelque chose, mais j'aime pas trop. On a déjà suffisamment de choses à chercher, et à savoir comment raisonner, comment savoir expliquer, etc. Et ça, pour le coup, je cherche pas. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Ça t'a gêné ? Au début, oui, mais pas à la fin. D'accord. Pourquoi ça t'a gêné de ne pas savoir comment il s'appelait ? C'est important de donner des noms aux personnages. Ah bah, s'il a un nom, il s'appelle un garçon. Parce que s'il s'était appelé Michel ou Mohamed, ça t'aurait donné plus d'indications ? Ou Joao, ou José, ou Ernesto ? Peut-être. Ah oui, d'accord. Comment tu t'appelles ? Maori. Ah, tu vois, c'est sûr que quand on a un prénom comme le tien, on doit se dire que ça a du sens. Maori. Donc, les journalistes, avez-vous d'autres questions à poser à Sébastien ? Oui, bonjour, je m'appelle Emma. Et pourquoi avoir choisi d'aborder le thème de l'amour dans votre livre ? Alors, j'ai pas abordé le thème de l'amour, ou alors c'était un accident. J'ai abordé le thème du genre. C'est ce pourquoi on m'avait appelé, pour écrire une pièce sur le genre, masculin-féminin.
Or, il se trouve que moi, à chaque fois que je raconte une histoire, je ne peux pas m'empêcher de parler d'amour. Même là, je suis encore invité pour parler d'amour. Et merci beaucoup. Et non, mais c'est pas grave. Je reviendrai une autre fois. Et donc, parler du genre, pour moi, comme parler de plein d'autres thèmes, c'est forcément, à un moment donné, parler d'amour. Mais c'était pas mon objectif. Y a-t-il un lien entre la lumière et l'amour? Alors, tu veux dire au sens général ou dans la pièce? Dans la pièce. Ah, dans la pièce, ouais. Dans la pièce, donc il y a une lumière pour ceux qui l'ont pas lu. Il y en a qui l'ont pas lu ici? La pièce? Vous l'avez tous lu? Bravo. Donc dans la pièce, il y a une lumière qui s'allume et qui s'éteint d'une manière assez anarchique. Et alors ça, j'avais pas fait le lien. Pourquoi pas? Il peut y avoir un lien, ouais, effectivement, entre l'amour et cette lumière qui s'allume et qui s'éteint. Ouais, t'as raison. Ça me plaît bien. Est-ce que quelqu'un pense quelque chose de l'homosexualité dans cette salle? Oui, monsieur. Oui. Oui, alors Moi. dites. Moi, j'aime pas trop ça, mais voilà. Parce que, par exemple, vous êtes vous êtes hétéro. Moi, je suis plutôt hétéro, oui. Donc Oui. voilà. C'est votre choix. Bah, c'est un choix, oui. Disons que dans le milieu où j'étais, dans le milieu artistique, où je suis d'ailleurs, dans le milieu artistique, on rencontre beaucoup de gens qui sont homos. Donc j'ai eu plusieurs fois l'occasion de tester, de savoir si moi-même j'étais plutôt porté. Mais non, j'aime les femmes, décidément. Et vous entendez quoi par tester? Bah, je me suis fait draguer. Par des hommes, bah, bien sûr. Autant pour moi. Donc, tu voulais répondre, tu m'as posé une question. Oui. Et toi, alors, donc tu dis que t'aimes pas trop ça? Non. C'est-à-dire que t'aimes pas trop ça, ça veut dire quoi? Je suis pas gay. Hein? Je suis pas gay. T'es pas gay, oui, mais moi je suis pas gay non plus, mais ça veut pas dire que j'aime pas trop ça. Tu vois? Ouais. Tu serais pour ou contre les homos, toi, ou... C'est un peu leur problème, hein. Je sais pas. C'est eux, ils ont choisi. Ils ont choisi, mais Moi, ça me regarde pas. Ça te regarde pas? Non. Bon, bah, très bien. Donc, t'es pas contre les homos? J'ai pas d'avis. T'as pas d'avis? Non. Je suis neutre. D'accord. Est-ce que quelqu'un est contre les homos dans cette salle? Tout contre? Non? Toi, t'es contre? Ouais. Et pourquoi, Evelyn? Et alors, pourquoi? Je suis contre l'homosexualité parce que c'est pas dans ma vision de la vie. Et puis, c'est pas dans mes religions aussi. D'accord. Mais donc tu es contre, ça veut dire que si tu croises des homos dans la rue, tu leur mets une contravention, tu les sépares, Non, je leur laisse faire leur vie, mais je suis pas pour. C'est étrange comme question. Donc d'accord. Donc tu les laisses faire, mais t'es contre. Donc s'il y avait une loi, par exemple, tu voterais contre le mariage homosexuel, par exemple? Oui. Tu les empêcherais de se marier? Oui. D'accord. Qui c'est qui pense ça dans cette salle? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Quelques-unes aussi? Il y a des filles aussi qui sont contre? Non. Apparemment non. Les filles. Ou alors vous vous prononcez pas, les filles? Vous n'êtes pas contre? D'accord. D'accord, c'est intéressant. Bon, enfin, ce qui me rassure, c'est que vous êtes une minorité pour l'instant. Bonjour. Oui, bonjour. J'aurais une question aussi. En quoi avez-vous l'idée du lampadaire? Par quoi est venue l'idée du lampadaire? Et est-ce qu'il y a un lien avec la mise en lumière? Ah bah oui, en fait, moi j'écris du théâtre, donc j'écris des dialogues et des monologues, des paroles, mais j'écris aussi ce qui se passe autour de tout ça. Et donc j'essaye de mettre
en espace, en forme, l'idée que je me fais de la scène. Ça va ? Donc moi j'ai décidé que ce lampadaire il s'allumerait, il s'éteindrait parce que j'avais envie qu'il y a des choses qui se disent dans la lumière et des choses qui se disent dans le noir. Parce que je pense qu'on ne dit pas les mêmes choses. Si on éteignait toutes ces lumières hein, et qu'on soit totalement dans le noir, on ne se dirait pas les mêmes choses que là sous les projecteurs. On pourrait essayer, mais ça demanderait beaucoup d'organisation. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un repas en aveugle. Vous avez déjà essayé de faire un repas en aveugle ? Non. Ah, c'est étonnant ça. Un jour, vous vous mettez dans une pièce, vous mangez avec des gens, les yeux bandés dans le noir, comme ça, et vous allez voir qu'on mange pas pareil. Bon, déjà évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange. Et puis en plus, on ne dit pas les mêmes choses aux gens. On n'a pas la même appréhension de leur voix, de leur présence. C'est très étonnant à faire. Un jour, amusez-vous à faire ça. Commencez par un goûter ou un petit déjeuner. Bonjour, j'ai une question. Pensez-vous que l'amour peut être pareil selon qu'on soit adulte ou adolescent ? Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est pas pareil. Hein. Enfin, de mon expérience. Moi, si j'étais resté avec la première nana que j'ai eue, j'espère qu'elle ne regardera pas cette émission. Mais bon, on était jeunes, elle doit penser la même chose, certainement. Mais j'ai eu ma première copine quand j'avais 13 ans, 12-13 ans, un truc comme ça. J'étais pas du tout prêt à aimer, je crois. Je me posais des questions hyper techniques. Combien de temps ça dure, une pelle ? Dans quel sens il faut tourner la langue ? Des trucs hyper techniques. J'étais pas du tout dans est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, enfin voilà, c'était on se retrouvait à la sortie du collège pour se rouler une galoche comme ça, et puis on se séparait vite après. Enfin, il y avait aucun, je sais même pas si on se disait bonjour. Enfin, c'était vraiment un truc. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était sordide, quoi. Mais donc heureusement que je suis pas resté avec elle, parce que sinon j'aurais jamais appris à aimer, enfin à discuter, ne serait-ce que discuter avec une femme. À l'époque, en 5e, j'étais terrorisé à l'idée de discuter avec une femme, complètement. Donc pour vous, c'est pas pareil. Ah non, j'ai appris petit à petit à aimer, J'ai appris ce que c'était pour moi que aimer, quoi. Donc à échanger, je sais pas, à construire, à des tas de choses que je soupçonnais pas du tout avant. Donc peut-être que vous n'avez pas réussi à aimer durant votre jeune âge, mais c'est possible pour les camarades qui sont dans la salle. C'est pas que j'ai... Alors, excuse-moi, je vais juste me préciser. C'est pas que je n'aimais pas, c'est que je savais pas ce que c'était que aimer. Tu vois, je me posais pas du tout cette question-là. Est-ce que j'étais amoureux ? J'étais dans quelque chose de plus de physique, de physiologique, de technique, tu vois, à me mettre moi en expérience de rouler une pelle, de tenir une main, voilà, enfin des choses. En plus que j'échangeais pas du tout avec mes camarades parce que tout le monde faisait un peu le malin, tu vois, à dire que moi je l'ai déjà fait, que moi nanana, tu vois. Donc c'est surtout pas du tout un espace de dialogue possible avec les autres. Tu vois, tout le monde est un peu sûr de lui, tout en étant à l'intérieur complètement fissuré, tu vois. Donc c'est pas de l'amour, mais c'est de l'amour de cet âge-là, quoi. D'accord, merci. Ça va ? Bonjour, je m'appelle Sarah. Donc pour vous, en fait, l'amour, enfin sortir avec quelqu'un à cet âge-là, ça sert à rien. Ah, j'ai jamais dit ça. Ah non, j'ai jamais dit ça.
Ça sert, bien sûr. Moi, ça m'a servi, par exemple, à savoir que, en fait, quand tu embrasses, ça dure le temps que ça dure. Et qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas, tu vois, quelque part écrit, tu dois tenir la main pendant 5 secondes, ensuite tu dois te pencher du côté gauche pour tourner ta langue du côté droit, etc. Tu vois, il n'y a pas un mode d'emploi. Ça, j'ai appris ça, par exemple, petit à petit. Hein. Ça m'a appris des tas de choses, si tu veux, mais qui servent à appréhender ton idée de l'amour, ou ton envie, comme tu as envie d'aimer. Ça sert, bien sûr. Merci. Oui. Non, là. Devant vous. Là. Oui. Non, c'était... En fait, pour vous, pas les adolescents, mais les préadolescents, ils sont pas assez matures pour vraiment aimer. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein. Je parle de moi, là. Hein. Ok ? Je parle pas des préadolescents. J'ai pas du tout de théorie sur la préadolescence ou sur la sexualité adolescente ou je ne sais quoi. Moi, à 12 ans, j'étais absolument incapable d'aimer. Parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est ça que j'ai dit. Hein. Après, je connais des gens qui se sont rencontrés à 14 ans et qui se sont mariés, qui ont fait des enfants, qui sont toujours ensemble, qui sont très heureux ensemble, etc. Ça arrive. Moi, je n'ai pas du tout suivi ce parcours-là, qui est d'ailleurs le parcours de la génération de mes parents, souvent. Ils se rencontraient assez rapidement et puis ils se mariaient, ils faisaient des enfants. Et en fait, à 20 ans, ils avaient déjà un enfant, ils étaient déjà mariés, ils avaient une maison, une voiture, etc. etc. Qui n'est pas du tout le parcours de ma génération, qui est peut-être pas du tout non plus le parcours de votre génération. Mais moi, j'ai eu une copine, puis une autre copine, puis une autre copine, puis une autre copine, etc., etc., jusqu'à arriver à la femme que j'ai épousée il y a 15 ans, avec qui j'ai fait 2 enfants, etc., quoi. Mais j'ai appris ce que c'était pour moi que vivre avec, voilà, ce que je disais tout à l'heure, que construire, etc. Et autour de moi, par exemple, c'est l'hécatombe totale, c'est-à-dire que tous mes amis se séparent. Ils ont des enfants, etc., ils se séparent tous. Et moi, je suis encore un dinosaure, avec ma femme. On ne s'est pas séparés. Mais ça pose encore des questions, tu vois. Au bout de 15 ans, est-ce qu'on s'aime encore ? Comment on fait pour s'aimer encore ? Enfin, c'est jamais fini, en fait. Tu vois ? L'apprentissage, l'expérience. Donc, pour vous, ce que vous avez fait à 13 ans, c'est à ne plus suivre maintenant. Ah mais si, roulez des pelles, allez-y, je vous en prie. Si, bien sûr. Faites-le tous les jours. Mais il paraît qu'on gagne 5 minutes d'espérance de vie quand on roule une pelle. Donc il faut le faire, absolument. Mais voilà, mais après, peut-être juste... je trouve que à cet âge-là, on est tellement... Enfin, moi, j'étais tellement empêtré dans une espèce de norme comme ça, où chacun, tu vois, te disait, bon, alors, la nana, tu dois faire comme ça, oui. Tu vois. Après, on regardait des films, tu sais, c'était le début de Canal+, et des films porno, etc. Donc, on regardait ça, on disait, oh, c'est comme ça. Et puis après, on voyait nos parents, tu vois, comment ils étaient ensemble et tout ça. Et puis après, on voyait ceux qui étaient en 3e, moi, je te parle de ça, j'étais en 5e, ceux qui étaient en 3e, alors eux, ils discutaient avec les filles, ok, d'accord. Enfin, tout ça est un grand mélange d'opinions, voilà, qu'on te bombarde avec ça dans les magazines, à la télé, dans les machins. Et toi, tu essayes de résumer tout ça et tu te dis, mais moi, en fait, moi, je suis qui là-dedans ? Tu vois, comment j'aime, comment je touche, comment je suis touché, etc. Tu vois. Et ça s'apprend, mais alors, sur des années. Enfin, moi, j'ai l'impression. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ? Loïc avait une question. Selon vous, vos personnages, ils sont déjà amoureux l'un de l'autre ou juste attirés ? Je pense qu'ils jouent.
il joue un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à s'essayer dans une situation d'amour. Ils essayent, et si moi je te disais que je t'aime, ah bah non, tu vas pas me dire ça. Ah, attends, bah, on joue là, bon d'accord, alors je t'aime. Non mais dis-le mieux, etc. Ils jouent à ça. Et je crois que c'est vraiment ce que je vous disais, moi quand j'essayais de rouler ma première pelle, je jouais à rouler ma première pelle. Mais j'étais pas vraiment dans ce que je faisais. Je jouais. Tu vois ? Oui. Merci. Il faudrait qu'on lise ce bout d'ailleurs. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions. On a encore du temps ou on pourra lire un truc ? Il y a une question ? Oui. Eh ben pose ta question mon lapin. Vas-y. Oh, c'est le micro. Oh. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas prêt à aimer à votre première relation. Mais pourquoi vous êtes sorti avec cette fille alors ? Pour faire comme les autres ? En fait, vous ressentiez rien pour elle. Bon, non. C'était juste... c'était juste... Un statut. Un statut. Là, ça se dit, c'est vrai. C'était juste une expérience. C'était juste... une première tentative. Mais c'était pas de l'amour, hein, non, pas du tout. Enfin, c'est pas... qu'on s'entende bien, c'est pas... Je détestais pas cette fille ou je me suis pas moqué d'elle en sortant avec elle. On est bien d'accord. Mais j'étais pas du tout dans un statut d'amour, tu vois. J'étais complètement dans quelque chose. Bon, bah allez, de toute façon, la première fois, il faut bien qu'il y ait une première fois, quoi. Tu vois, et lui, il l'a fait, ou il dit qu'il l'a fait, lui, il dit qu'il va le faire, lui, il dit que... tu vois. Et moi, alors, moi, je vais être le dernier sur la liste, je suis déjà un blaireau, tout ça, donc allons-y, quoi. Un blaireau. Tu vois ce que c'est, les blaireaux ? Je voulais vous lire un bout de truc, là. Ah, super, merci. Je vous lis un petit truc. Ça va ? Il marche le micro ? Ouais. Je vous dis pas si c'est la fille ou le garçon qui dit ça. Dis-moi je t'aime. Même si c'est pas vrai. C'est pour jouer. Tu délires. Mais c'est pour voir. Je t'aime. Non mais sérieux, on joue sérieusement là. Je t'aime. Et toi ? Quoi ? Tu m'aimes ? C'est du jeu, je te rappelle. Non, mais oui, mais toi, tu joues pas. Si ? Je t'aime, c'est facile. Tu m'embrasses ? Ça va pas, non ? Si t'es capable de dire, t'es capable de faire. Non, c'est pas pareil. Dire et faire, c'est pas pareil. C'est même carrément autre chose. Dire et faire, c'est comme l'eau et le feu, c'est le ciel et la fenêtre, c'est le jour et la nuit. Tu peux pas les séparer, mais c'est pas pareil. C'est comme les filles et les garçons, ça dépend des filles et des garçons. Tu m'embrasses ? Ça dépend. Je sais pas. D'accord. Silence. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter un débat sur le thème de l'amour en compagnie de nos trois invités, Aline Paillet, Oriane Charpentier et Sébastien Joannès. Je laisse la parole à DMI. Donc, bonjour Aline Paillet. Comment allez-vous ? Et moi, je suis parfaitement heureuse de tout ce que j'ai entendu déjà. Voilà. D'accord. Donc, je vais présenter Aline Paillet ici présente. Donc, Aline Paillet est journaliste et écrivain. Elle s'est également engagée dans la politique pendant plusieurs années. Elle a aussi travaillé à Radio France, où elle a participé à plusieurs émissions. Elle a aussi été productrice d'une émission pour jeunesse et nous a aidé pendant 2 séances à comprendre le travail d'un journaliste et intervieweur. Elle nous a donné les clés et nous a beaucoup appris. Et je la remercie infiniment d'ailleurs. Et
Elle a également répondu à toutes nos questions, comme comment poser des questions en s'engageant, ou comment rebondir sur les réponses pour mieux aborder le sujet ou autre. Voilà, elle nous a permis d'interviewer correctement, je vais dire, nos invités ici présents. Donc je la remercie infiniment. Alors, j'ai une question, je m'appelle Loïc. J'ai une question à tous les invités. Pensez-vous que dans une relation amoureuse, il y a plusieurs étapes? C'est moi qui commence. Je pense qu'il y en a une qui est essentielle, c'est la rencontre. Mais peut-être avant, ce que l'on rêve de l'amour. On rêve tous, non, de l'amour. Comment on le rêve, comment on l'imagine. Et puis après, il y a la rencontre, souvent due au hasard. Je suis d'accord avec Sébastien, Alain Badiou, dont on a parlé tous ensemble, et d'autres, qui parlent de ce moment essentiel qui est lié à la surprise. Au fond, il y a un grand poète espagnol qui s'appelait Antonio Machado, et qui est mort à Collioure en 1900, au moment de l'exode des Espagnols en France. Et il disait de la beauté que la beauté, c'était une surprise que nous réservaient nos yeux. Et je trouve qu'un amour, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans la vie, puis il se passe quelque chose, on rencontre quelqu'un. Et là, on ne sait pas toujours ce que ça va être. Donc l'autre étape, ça va être ce moment un peu flottant. Moi, j'aime les choses qui sont floues, qui sont flottantes aussi. Et puis après, on va approfondir les choses. On va consommer aussi, il y a le physique aussi qui est très important. Et puis après, il va y avoir la durée ou pas. Et puis il y aura le renouveau ou pas, la rupture ou pas. Mais il y aura toujours une rupture, et c'est ça qui nous fait peur toute la vie, ça sera la mort. Certains, par exemple, ont choisi, parce qu'ils s'aimaient profondément, de mourir ensemble. Et ça a donné de très beaux livres aussi. Donc voilà, il y a plein d'étapes. Ouais. Et puis en plus, on grandit, on vieillit. Donc on peut, quand on s'est connu très jeune, chacun va grandir, pas forcément en même temps, et il va falloir trouver le moyen de continuer à s'aimer ou à se séparer, je ne sais pas. Moi, je me suis souvent séparée, contrairement à Stéphane, donc j'ai plutôt l'expérience de la séparation et de la rencontre à nouveau. Mais dans ma tête, quand je réfléchis, je me dis que chaque fois j'ai grandi et qu'à chaque histoire j'ai appris quelque chose. Et c'est jamais un échec, c'est une vie au bout du compte. Ouais. Et là, j'attends la prochaine rencontre. Merci. Je ne sais pas à quoi ajouter de plus à ça, mais c'est toujours difficile à chaque fois de parler de l'amour parce qu'on a toujours l'impression qu'on est neuf et ignorant. Enfin, je veux dire, moi j'ai 44 ans et j'ai l'impression que chaque fois qu'on expérimente l'état amoureux, on a de nouveau 14, 15 ans et on est de nouveau un peu démunis, un peu à réapprendre et donc je pense que peut-être il y a des étapes parce que à chaque fois on n'en finit pas d'apprendre, il me semble. Mais je pense qu'on peut commencer à apprendre tôt. Moi, je sais que contrairement à Sébastien, quand j'avais son âge, j'étais plus dans essayer de comprendre ce que c'était que l'amour ou être amoureux. Et pour trouver cette réponse, je la cherchais dans les livres. Et par exemple, pendant plusieurs années, mais même après être tombée amoureuse, j'essayais de me dire, de voir s'il n'y avait pas des auteurs qui pouvaient m'aider parce que j'éprouvais certaines choses et je ne comprenais pas très bien. Je me disais, mais est-ce que ça, ce que j'éprouve, est-ce que c'est de l'amour ? Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait des tas de nuances. Il y avait le fait d'être éprise, de tomber amoureuse et d'aimer, et qu'à chaque fois, c'est des nuances différentes. Et j'essayais de déterminer ça. Et je trouve qu'on n'en finit pas, enfin, même après, même en vieillissant, on n'en finit pas d'essayer de
d'affiner, de mûrir, d'approfondir ça, en fait. Oui, alors moi, effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je vis avec la même femme depuis 15 ans, et nous, on voit donc cette vague de séparation autour de nous, et on se dit régulièrement, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Pourquoi nous, ça continue, etc. Et plusieurs fois, on s'est dit, nous, en fait, on a envie de continuer. Même si il y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres, et même s'il y a des crises, même si, etc., on a toujours rebondi, on s'est toujours dit, on a toujours cette envie de rester ensemble, qui fait que on surmonte ces étapes difficiles, etc., en ayant encore appris quelque chose de soi et de l'autre, etc. Et donc pour l'instant, on ne s'est pas lassé de cette lutte, parce que c'est lutter aussi, vivre ensemble, parce qu'il y a des jours c'est plus difficile d'avoir quelqu'un en face de soi au petit déjeuner, parce que dormir avec, parce que, etc. Enfin, il y a plein de difficultés au quotidien de l'amour, et que ensuite on élève des enfants ensemble, enfin bon, il y a plein de choses. Donc on arrive dans cette lutte à rester soudés, quoi. Mais c'est, je crois, beaucoup l'envie de nous transporter ensemble à travers les années qui fait qu'on reste, parce qu'il y aurait déjà eu 1000 fois l'occasion de se séparer. Et je me souviens que quand j'avais votre âge, je me suis fait cette remarque tout à l'heure, des fois on était ensemble avec une nana depuis 2 mois, on se dit putain, ça fait 2 mois, comme si c'était un truc éternel, quoi. Ça, tu te rends compte, je suis avec elle depuis 2 mois, il va falloir qu'on se sépare, quoi, c'est pas possible. Et après, au fur et à mesure, à 15 ans, on se dit, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, et puis après à 18 ans, ça faisait 1 an, et puis etc. J'ai l'impression qu'on apprend aussi dans la durée à surmonter, à traverser, à passer toutes ces étapes-là, en vieillissant, à rester ensemble de plus en plus longtemps, j'ai l'impression. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être dans le public. Moi j'ai une question. Ma question c'est, pensez-vous que l'amour est un sentiment plus fort que l'amitié ? Sacrée question. Sacrée question, parce qu'il y a des choses communes à l'amour et à l'amitié, non ? Il y a que tout à coup, au milieu de la foule, il y a quelqu'un qui est différent pour soi, différent de soi, et avec qui on a envie de partager le monde, l'intimité, les émotions, des aventures, et de ne jamais le quitter. Ça ressemble beaucoup à l'amour, quoi. Alors, l'idée de la hiérarchie est difficile pour moi, parce que dans l'engagement, c'est-à-dire dans l'élan, moi j'aime bien cette idée d'élan, c'est aussi fort dans l'amitié que dans l'amour. Pour moi, c'est aussi fort. Juste l'amitié n'oblige pas, entre guillemets, cette chose qui parfois est compliquée, qui est de vivre ensemble. Et n'a pas non plus cette autre chose assez compliquée qui est le désir physique. Et voilà, qui peut être flou d'ailleurs dans l'amitié aussi, mais qui se vit dans l'amour. Et ces 2 choses, le quotidien et le désir, qui sont les plus difficiles, me semble-t-il, à vivre dans la durée. Mais dans la force de l'amour, moi je ne fais pas de différence. Et je vais même vous dire quelque chose qui peut-être va vous choquer. Je suis mère aussi, j'ai une fille que j'aime profondément, mais je n'arrive pas à hiérarchiser toutes ces formes d'amour. Aimer son enfant, aimer son homme, aimer son ami, aimer... j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas répondre à cette question. C'est vrai que c'est une question difficile, mais je pense qu'il y a peut-être autant de réponses
qu'il y a d'être humain dans cette salle, et aussi que soi-même on répond différemment en fonction des phases de la vie. Par exemple, il y a 2 ans, si j'avais eu cette question, j'aurais dit oh, je sais pas, ou là en ce moment je suis amoureuse, et donc je vais vous dire ah non, et pourtant j'ai beaucoup d'amis que j'aime, hein, je leur dis et j'y tiens, mais j'ai envie de dire bien sûr que l'amour est plus fort, parce que l'état amoureux est un état exclusif, comment vous dire, qui vous emplit, alors que l'état d'amitié, qui est génial aussi, vous laisse toujours, sauf s'il y a des crises d'amitié, mais souvent c'est un état qui est toujours fort, qui est comme une fondation, qui est toujours proche, mais qui ne vous envahit pas, qui vous réconforte en fait. Alors que l'état amoureux, c'est un état où vous êtes sans cesse en palpitant, en danger, en questionnement, en manque. Donc c'est des états différents, mais effectivement, hiérarchiser, c'est peut-être dangereux, enfin, ou difficile, mais c'est une bonne question en tout cas. Je sais pas si non, moi je hiérarchise pas non plus, c'est pas plus important l'un que l'autre. J'ai besoin des deux. Moi, il y a des choses que je dis à mes amis que je dis pas à ma femme et vice versa. Donc ouais, non, j'ai besoin des deux, moi. Moi, je pense que je suis comme vous, je pense exactement comme vous. Et on peut dire que l'amitié, c'est vraiment très très différent de l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qui comme l'a dit Oriane Charpentier tout à l'heure, qui nous envahit, contrairement à l'amitié. On va voir la personne, on discute et on en reste là, alors que l'amour, ça nous poursuit, c'est partout, ça nous poursuit, et c'est peut-être pour toujours. D'autres remarques Bonjour, je m'appelle Gunel. Est-ce qu'on doit faire passer l'amour avant soi-même? L'amour ou l'autre? Comment? L'amour ou l'autre? Est-ce qu'on doit faire passer l'amour avant soi-même ou l'autre avant soi-même? L'amour avant soi-même. Je n'imagine pas l'amour sans moi-même. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. En fait, l'amour et l'autre, Par contre, l'autre, peut-être. L'autre, en fait, je pense qu'il a voulu dire, c'est est-ce que avant notre envie à nous, on doit faire passer son partenaire avant, ou ses envies à lui avant nous? C'est plutôt ça, je pense. Alors, il y a ce qu'on devoir faire, puis il y a ce qu'on fait. Et moi, je sais que j'ai tendance, je vous l'avais raconté, je ne sais pas à quelle classe, j'ai tendance à être comme Oriane. Dès que je suis amoureuse, je reviens à l'âge où je l'étais Moi, ça a commencé tôt, hein, c'était au primaire, et à vouloir faire passer l'autre avant tout. Mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Et j'essaie de faire autrement. Je pense qu'il faut se respecter soi. C'est compliqué. Vous posez des questions très compliquées auxquelles toute la vie... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que... Tu vois ça comment? Tu fais passer l'autre avant? Moi, je me suis souvent posé des questions comme ça, impossibles, quoi. Par exemple, s'il y en a un qui doit mourir, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit moi ou l'autre? De manière romantique, j'ai envie de dire c'est mieux que ce soit moi. Dans le concret, pour de vrai, je suis pas sûre, je sais pas, quoi. Donc c'est des questions compliquées. Je crois, mais que pour beaucoup de questions liées à l'amour, il n'y a pas de réponse. Enfin, ça va être décevant pour vous, mais il n'y a qu'à expérimenter, grandir, approfondir. Et c'est vrai que la littérature donne parfois des réponses qui sont les réponses de celui ou de celle qui écrit. Mais de réponses qui vaillent pour tout le monde, je sais pas. Le sacrifice, ça serait je n'aime pas le sacrifice. En fait, c'est ça, c'est le sacrifice. Moi, j'aime pas trop le sacrifice, parce que si je me sacrifie pour toi, tu me dois quelque chose.
Tu vois, si vos parents se sacrifient pour vous, par exemple, ils pourront vous dire « Ah ben écoute, je me suis sacrifié pour te faire grandir, alors maintenant tu vas te sacrifier pour me faire vieillir. » Or ça rend pas heureux dans la vie. Non, je crois qu'il ne faut pas se sacrifier. Non, il ne faut pas se sacrifier. Et vous en pensez? Oui, moi je dis pas non plus, je sais pas. On se débrouille, quoi. Hein? Quand on est amoureux, on essaye de se raisonner, mais ça marche pas bien. On laisse un peu l'autre nous dévorer, et puis on se rend compte qu'on a été dévoré, alors on essaye de dévorer l'autre, et puis enfin c'est une série comme ça d'aller et retour dans la dévoration, dans la possession, dans la domination, etc., etc. J'ai l'impression qu'on est toujours à des extrêmes comme ça, et puis une fois qu'on est arrivé à une limite, à sa propre limite, ben on revient un peu en arrière avec l'autre, et puis voilà, on essaye comme ça. Moi j'avais une question, je voulais savoir qui a déjà été amoureux dans cette salle là. Je ne veux pas vous demander de qui, hein, juste qui a déjà été amoureux dans cette salle? Là? Allez-y, ouais. Ouais. Okay. Oui, Julien. Non mais, d'accord. Qui a déjà été amoureux dans cette salle? C'est tout? Il n'y a que les adultes qui lèvent la main là. Alors donc tout à l'heure quand je disais ouais moi j'ai jamais été amoureux. Ah si quand même. Ah ouais, il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3. 4. 4 jeunes. Loïc. D'accord. C'est trop peu. Loïc. C'est beaucoup trop peu. Loïc et Démi. Va falloir passer à l'action là. Hein. Moi j'aurais une question, si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr. Je sais que Sébastien, il a déjà un peu répondu tout à l'heure, mais pour vous deux, je voudrais vous demander aussi, et Sébastien s'il veut compléter, de nos jours, les sites de rencontres ils sont de plus en plus présents, et je voulais vous demander si vous pensez que c'est une mauvaise chose, ou qu'au contraire c'est une bonne chose, que ça offre plus de possibilités. Moi, enfin, je pense que c'est comme tout dans la vie. Tout dépend. Enfin, j'ai l'air d'esquiver, hein, mais je dirais pas pour autant que c'est une mauvaise chose ni une bonne chose. Ça dépend vraiment de soi, de l'autre. Enfin, en tout cas moi, je connais plein de gens qui se sont rencontrés et qui sont vraiment tombés amoureux grâce à des sites de rencontres. Après, je connais aussi plein de gens pour qui ça a été une expérience pas du tout constructive ou concluante. Mais je pense que par contre là où je rejoins Sébastien, c'est que je me dis avant tout soi, quel que soit le média, quelle que soit la façon qu'on a de chercher l'amour ou de ne pas le chercher, parce que c'est toute la difficulté, commençons déjà à se chercher nous-mêmes, parce que, enfin, après c'est toujours pareil, on arrive comment dire, parfois on imagine que l'amour ça va ressembler à à une certaine, un portrait robot. Et on se dit, ah tiens, peut-être les sites des rencontres vont nous aider mieux parce que ça répondra, les cases du portrait robot seront déjà remplies. Alors que quand même, l'amour, c'est quelque chose de vraiment imprévisible. Parfois, on croit qu'on va toujours tomber amoureux d'un brin, mais en fait, non. Et voilà, c'est fou comme... c'est pour ce que disait Aline quand... toutes les questions, souvent en amour, n'ont pas de réponse. Je trouve que même là, ça dépend tellement. Mais avant tout, avant de chercher de chercher un amour type, déjà se connaître soi-même, mais aussi dans tout ce qu'on ne connaît pas de soi. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire en disant ça, mais... voilà, souvent, enfin moi à votre âge par exemple, je savais rien de l'amour, mais j'avais quand même des idées sur à quoi ça devait ressembler d'être amoureux, ou parce que j'avais déjà été un peu amoureuse. Mais c'est drôle comme chaque étape de ma vie a prouvé que j'avais encore à apprendre, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question, non, je sais pas si c'est une mauvaise chose, je sais pas si c'est une bonne chose. Je dirais que ça dépend vraiment de l'expérience de chacun.
et peut-être d'y aller en se connaissant soi-même et en étant, oui, en étant solide intérieurement, voilà. Mais alors c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont rencontrés comme ça et qui se sont aimés profondément. Moi j'ai essayé et ça a été atroce comme expérience parce que tout d'un coup j'ai l'impression d'être une marchandise. Tu sais, sur le paquet on met combien il y a de kilos, etc. Si c'est par exemple de la lessive, qu'est-ce qu'elle va avoir comme avantage. Et tout d'un coup il fallait que je me définisse avec des critères. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas, je rentre pas dans des cases. Après, il fallait mettre ma photo, mais je veux pas qu'on m'aime pour une photo. Et puis après, alors je l'ai fait un peu, j'ai pas mis de photo, mais c'était atroce. Des fois, j'ai répondu totalement au hasard, exprès, pour voir, comme ça, c'est rigolo. Et puis, j'ai commencé à recevoir 25 machins par jour, en me disant, ouais, et puis alors, il y avait les commentaires des sites. C'est du commerce, quoi. Moi, j'étais devenue une marchandise. Et on me proposait des produits et j'étais devenue un produit qu'on proposait à d'autres. Et alors on me disait, ouais, là vous êtes la star du jour, vous avez eu tant de trucs. J'ai dit, mais c'est pas l'amour ça, mais c'est quoi? Et ça m'a effrayée, ça m'a déprimée, mais vraiment. J'ai dit, mais si c'est ça la vie, mais c'est pas possible. Donc non, moi je préfère aller danser, faire de la montagne, aller chez le boulanger, puisque j'ai rencontré mon précédent amoureux en allant acheter du pain, parce qu'il était boulanger. Je sais pas, voilà, vivre, quoi. Et puis, on verra bien. Non, il faut... Rimbaud disait, il faut réinventer le risque et l'aventure. Contre la sécurité et le confort. On vous propose la sécurité et le confort. Vous vous tromperez pas, c'est garanti, mais moi, je veux rien de garantie, même pas pour une bagnole. Alors, pour un homme, non, certainement pas. Puis qui sait, peut-être je tomberai amoureuse, je confonds le masculin et le féminin, d'une femme. Ça peut arriver aussi à une femme, même à mon âge. Je me ferme aucune porte. Donc vous n'êtes pas spécialement pour? Et je serais plutôt contre, mais en même temps, je mesure la détresse de certaines personnes qui, pour plein de raisons, rencontrent très peu de personnes, n'osent pas aller dans la vie, aller dans la rue, aller dans un bar, aller danser, ont peu d'amis, ont un métier ou pas de métier, sont chez elles ou dans des métiers où elles rencontrent personne. Donc je peux comprendre que des gens dans la détresse aient recours à ça. Donc je n'ose pas être aussi catégorique. Je dis pour moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si tu poses la question, c'est que tu as une idée quand même. Oui, j'avais une idée. Alors, en fait, je trouve pas ça spécialement bien parce que ça dénature un peu la chose. Il n'y a plus de hasard, il y a plus. C'est comme on a envie et on peut être même déçu en ayant ce qu'on veut. Mais après, il y a des gens qui, par exemple, ça peut être des personnes âgées qui se sentent trop seules ou je sais pas moi, des personnes pas spécialement sociables. Et ça peut les aider. Donc, je suis pas spécialement pour la chose en soi, mais ça peut aider des gens. Donc, c'est ce côté-là qui est bien. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis contre. C'est-à-dire qu'on a tous des alibis comme ça, des gens qui se sont rencontrés, et donc forcément, et puis les pauvres gens qui ne peuvent pas sortir, oh là là, nanana, ok, d'accord. Sauf que ça fait quelque chose dans la société qui pour moi est complètement horrible, quoi. C'est vraiment ce que ça crée dans le cerveau des gens, l'idée qu'on peut cliquer quelque part et puis attraper quelqu'un comme ça par Internet. Il y a même des points rouges qui s'affichent si elle est chaude, si c'est dans 2 heures ou si c'est pour maintenant. Enfin, il y a quelque chose pour moi d'absolument incompatible avec notre humanité, enfin celle que j'espère. Et donc je suis absolument contre, même s'il y en a qui se rencontrent. Je trouve qu'il faudrait l'enlever ce truc, comme les smartphones. Oui, moi aussi, mais j'ai l'impression de me reconnaître. Moi aussi, à 12 ans, par exemple, contrairement à Sébastien, j'étais très amoureuse d'un garçon et j'osais pas lui dire. Et c'était comme... Enfin, je me sentais amoureuse. Je pense qu'on peut avoir éprouvé des sentiments très forts tôt. Après, être amoureuse et aimer, pour moi, c'est différent, en fait. Donc, voilà. C'est juste la petite... Voilà. Enfin, C'est intéressant ta question. En tout cas, comme elle est formulée, je trouve ça intéressant. Un réel sentiment, tu dis. Comme s'il y avait des sentiments qui étaient faux.
Et dans sa question, il n'était pas forcément question d'amour, question d'un réel sentiment. Je pense que les sentiments, alors il y a quelque chose d'assez biologique dans le sentiment, qu'on peut effectivement éprouver très tôt, mais c'est un peu comme le reste, on apprend aussi à faire avec son sentiment. Il y a quelque chose d'une expérience qu'on a petit, et puis une autre expérience, et puis une autre, qui fait que ce sentiment-là, on va apprendre aussi à le saisir, et puis ou à s'en saisir, à en faire quelque chose. Moi, par exemple, souvent, je me suis dit que les gens avec lesquels je travaillais, j'étais amoureux d'eux. Parce que j'ai besoin d'aimer quelqu'un avec qui je travaille, d'aimer son travail, d'aimer sa manière de jouer la comédie, de chanter, d'écrire, etc. Et il y a quelque chose de l'ordre pour moi du sentiment amoureux dans ces choses-là. Et pourtant, je ne suis pas amoureux de ces personnes-là, j'aurais pas envie de les embrasser ou de vivre avec, tu vois. Mais il y a du réel sentiment d'amour qui dure le temps d'un spectacle, d'une création, d'un livre, de quelque chose, et puis après, chacun retourne dans sa vie, et puis je cherche pas forcément à avoir des nouvelles, mais il n'empêche qu'il me reste quelque chose de l'amour, quoi. D'accord, merci. Je sais pas si c'était bien dans ta question, ça. Je pense qu'il a dû dire... Excuse-moi. Je pense qu'il a dû dire un réel sentiment, parce que de nos jours, des fois, on peut avoir des sentiments, mais c'est par intérêt. C'est-à-dire, par exemple, on veut vouloir être en couple avec cette personne parce que, par exemple, il y a une piscine, ou voilà. Ou une voiture, ou de l'argent, ou... Excuse-moi, attends d'abord. Est-ce que vous pensez que l'amitié fille-garçon ça existe vraiment ou pas? Et toi? Moi je pense que ça existe pas. Enfin si ça existe en fait. Ça existe. Justifie-toi. C'est bon, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des sentiments après un mariage arrangé? Attends, il y a 2 questions là. Attendez. La première question, excuse-moi, mais d'abord, il faut que les invités répondent à la première question et après on reviendra sur la tienne. D'accord. Enfin, moi, oui, je vois pas où est le problème. Hein. On peut être amis. Moi, j'ai des amis garçons, des amis filles. Voilà. Il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de problème. Mais parfois, ça peut être trouble, mais aussi avec une fille. Moi, ma première grande amie, et que j'aime toujours, dont je rêve même parfois, pourtant il y a pas mal d'années que je ne l'ai pas vue, je ne sais même pas si c'était pas un sentiment amoureux de désir, c'était trouble. Hein, et j'avais 14 ans. Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'un mariage arrangé. Je connais le rhum arrangé, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Oui, merci. C'est un mariage forcé. Alors donc c'est arrangé, forcé, quoi. Parce que le rhum, à la limite, on ne le force pas. Un mariage forcé, ça existe, ça? Oui, dans certaines cultures, oui. Ah ouais? Je croyais que c'était fini, moi, ça. Ah non? Ça existe où, alors? Au Sri Lanka? Aux Indes? Oh mais c'est loin, ça va, c'est loin d'ici. En Algérie. Ouais. Ça existe partout. Attendez. En fait, un mariage arrangé, c'est quand ses parents, en fait, ils choisissent leur mari, en fait. Quand les parents du marié ou de la mariée choisissent. Voilà. En fait, c'est quand les parents d'une fille, en fait, ils choisissent leur mari. D'accord. C'est ça. Et ça se passe aussi dans l'autre sens? Oui. On peut trouver une femme pour son fils ou... D'accord. Eh ben ouais, moi ça me paraît pas... contemporain, mais pourquoi pas? Après tout,
tout se fait sur Internet. Donc la question, c'est de savoir si s'il peut y avoir de l'amour là-dedans. Ouais. Bah non. Après Une fois que tu as été forcé, tu vas avoir l'amour, toi? C'est possible. C'est possible. Enfin, c'est dur quand même. Hein. Non, ça paraît dur. Hein. Ouais. Après un mariage forcé, on reste, je sais pas, on emménage ensemble, tout ça. Donc oui, on est H24 ensemble, on est quoi pendant 5-6 mois, on va dire, on est tout à la maison de ça. Après, il y a des sentiments qui peuvent se développer. Mhm. Donc moi, je pense que oui. Toi, tu penses que oui? Oui. Tu choisis pas ta femme et tu dis ton bah, mari, mais encore heureux. Bah non, là c'est un mariage arrangé, on choisit pour toi. Ah oui, non, ça, ouais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais après un mariage, que ce soit arrangé ou normal, on va emménager ensemble. Ah non, attends, c'est pas du tout pareil. Tu ne mets pas les deux dans le même sac. Soit tu choisis pas. Ouais. Mais on peut pas dire que ce soit un mariage. Non. Oui, même si c'est un mariage arrangé, dans tous les cas, après on va emménager ensemble. Donc si on vit ensemble, ça veut dire qu'on Bah, va tomber amoureux, quoi. Non, pas forcément, on va rester H24 ensemble. Ça peut créer une cohésion. C'est pas parce que ça peut qu'on doit. Hein. Ça peut, d'accord. On va pas les forcer quand même à parler. On peut les forcer à se marier, pourquoi pas, mais... Moi, pour répondre à ta question, excuse-moi, je sais pas. Pour répondre à ta question, en fait, il se trouve que mes grands-parents, tu vois, ça remonte à loin, en Normandie. Alors, comment vous expliquer ça? Ça a été un mariage, c'était pas un mariage forcé, mais c'était un mariage arrangé. C'est-à-dire que c'est ce qui est pour moi un peu différent. Un mariage forcé, c'est quand des deux côtés, ou d'un des côtés, ou que ce soit ou la jeune femme ou le jeune homme, s'ils s'écoutaient, ils diraient non, mais on les écoute pas et c'est forcé. Alors qu'un mariage arrangé, ils n'ont pas choisi leur mari. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est ma grand-mère et mon grand-père. Un jour, mon grand-père est arrivé, il avait 22, 23 ans, et ses parents ont dit « Ah non, mais il faudrait quand même que tu te maries ». Et lui, bon voilà, et du coup ses parents se sont dit bon, on va essayer de lui trouver une jeune fille qui nous convienne et qui soit convenable. Et donc ils ont été voir les parents, enfin la mère de ma grand-mère parce que son père était mort. Et ils ont fait venir ma grand-mère et elle l'a vue de loin. Et comme ça, ils ont demandé à ma grand-mère est-ce qu'il te conviendra à peu près, est-ce qu'il te plaît à peu près. Ma grand-mère l'a regardé et s'est dit oh oui. Et inversement, pour mon grand-père, on l'a fait venir de loin, il a regardé ma grand-mère et il s'est dit oui. Et donc ils ont dit oui et ils se sont mariés et c'était un mariage arrangé parce que quand c'est arrangé, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas choisis entre tous dans une assemblée. Ma grand-mère, elle est tombée amoureuse de son mari le jour même du mariage, tout de suite, quand elle m'en parlait. Je sentais qu'elle était tombée amoureuse de lui, elle le trouvait beau, elle le trouvait... Mais par contre, mon grand-père, que je n'ai jamais connu, donc j'aurai jamais sa version, je devine que lui, il avait du respect pour ma grand-mère. D'une certaine manière, il l'aimait, il l'estimait, mais le sentiment amoureux, il l'a jamais connu avec elle. Et je pense qu'il l'a connu avec personne, parce qu'en plus, le pauvre, il est mort assez vite. Alors souvent, quand je pense à eux, je me dis, peut-être, comment vous dire, c'est comme ça, ils ont eu 5 enfants, dont je descends. Enfin, je suis issue de ça, donc je suis heureuse que ça soit fait. Et pour ma grand-mère, c'était plutôt pas mal parce que franchement, sauf qu'elle a été veuve très vite et que je crois que c'était quand même pas toujours facile la vie avec mon grand-père. Je pense qu'au final, elle regrettait pas. Mais mon grand-père, que je n'ai jamais connu, donc je saurai jamais son avis, est-ce qu'il n'aurait pas aimé, lui, connaître ce sentiment amoureux, l'état de pouvoir choisir et de se dire, entre toutes les femmes sur cette terre, je vais l'épouser elle parce que c'est pour elle que mon cœur bat? Je sais pas. Donc voilà. Moi, en fait, c'est une question à laquelle j'aimerais répondre en posant d'autres questions. Est-ce que vous, personnellement, pas en général, vous imaginez pour vous-même la possibilité d'être marié, alors de force, parce que souvent ça va avec quand même, et de tomber amoureux après? Ça peut être la deuxième question. Mais déjà, est-ce que vous l'imaginez pour vous-même? Et peut-être, l'autre question que je poserais, c'est à quoi ça sert
ces mariages arrangés forcés? Pourquoi on les fait? Quelle est la raison? Bah, souvent, c'est pour de l'argent, non? Oui, souvent c'est pour de l'argent. Ah bon? Oui, Ah bon? souvent. Et qu'est-ce que vous pensez de marier deux êtres pour de l'argent? Est-ce qu'on est des vaches? Est-ce qu'on est des moutons qu'on échange, que l'on vend? Est-ce qu'on est des, je sais pas quoi moi, des kilos de je sais pas quoi? Des pommes de terre. Enfin, je sais pas moi. Mais comment vous le pensez ça? Qu'est-ce que vous pensez? Bah, non, mais parfois aussi, ça dépend de la situation de la famille. Parfois, elle le fait pas par, elle le fait pas par envie. Elle le fait, ça dépend des situations. C'est sacrifié, quoi, en fait. C'est comme un sacrifice. C'est comme un sacrifice. Alors là, c'est déjà plus intéressant, vous voyez, parce que les questions trop générales, elles sont compliquées, je trouve, à y répondre. Alors on pourrait, hein, mais là, il se passe d'autres choses. On est en plein dans la tragédie humaine. C'est-à-dire que du coup, les mariages arrangés, mais de ce que j'en connais, c'est pas toujours parce qu'il y aurait un besoin. Donc un sacrifice. Parfois, ça se passe dans des familles riches aussi. Alors pourquoi ça se passe dans des familles riches? Bah, ça se peut que ça soit par sécurité. Quelle sécurité? La sécurité de quoi? Bah, par exemple, pour une fille, pour donner la sécurité à la fille. Tu as besoin de sécurité, toi? Non, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Je cherche à problème. comprendre. Hein? Le problème. C'est quoi le problème? Non, mais par exemple, la fille, peut-être, avec la famille, ils ont un problème et ils marient sa fille pour sa sécurité. J'ai du mal à comprendre, mais tu dois penser à une histoire particulière que je n'imagine pas. Il y en a d'autres qui peuvent répondre à ça? Pourquoi on fait des mariages arrangés? Peut-être aussi pour assurer une descendance auprès des familles. Et quel est le besoin? Pourquoi on a besoin de descendance? Pour que le nom il reste dans l'histoire de la famille. Pour le nom, mais c'est drôlement... Alors ça, c'est particulier parce que c'est... Alors ici en France, maintenant, ça a changé puisqu'on peut prendre le nom du mari comme de la femme. Mais longtemps, ça a été le nom des hommes. Longtemps, j'ai cru que c'était important, cette histoire de nom. C'est si important que ça, vous trouvez? On peut avoir le nom de famille de la fille. Alors pourquoi tu penses, toi, qu'il y a des mariages arrangés? Mais peut-être aussi c'est parce que quand on marie une fille, c'est peut-être aussi pour pas qu'elle se retrouve... c'est pour garder sa classe sociale. Par exemple, si la fille elle est riche, et ben, les parents ils veulent forcément la marier avec un homme riche parce qu'on veut pas qu'elle termine avec quelqu'un de plus pauvre ou de mal classé qu'elle. Mmh. Souvent, il y a des histoires comme ça. Ok, là je comprends mieux, oui. Moi, je pense que, en tout cas, il y a longtemps, c'était les rois qui faisaient ça pour allier des territoires. Et aujourd'hui, des personnes riches, oui, c'est pour pour garder la classe sociale. Ah oui, et c'est vrai que ça s'est fait dans tous les pays. C'est souvent des questions d'intérêt, en effet. Est-ce que l'infidélité marque-t-il une fin de relation? Ça dépend. Ça dépend. Moi, ce qui peut marquer la fin de la relation, c'est le mensonge et la perte de confiance, que ce soit pour une infidélité ou pour autre chose, vois-tu. Et une infidélité peut me faire souffrir, parce que j'ai toujours peur d'être abandonnée, mais peut ne pas signifier la fin d'une relation, parce que on va réussir à passer ce moment, à en parler et à être en confiance. Mais par contre, une fin de relation, souvent chez moi, il y a un mensonge. Mais pas forcément par rapport à l'infidélité. Le mensonge, en général, je ne le supporte pas. Le manque de confiance. Être dans
dans le manque de confiance. Je ne peux plus aimer si je n'ai pas confiance. Donc c'est plutôt ça, tu vois. L'infidélité, c'est plus compliqué. Ça peut arriver, et d'un côté comme de l'autre. Je peux être infidèle comme mon homme peut être infidèle. Faut voir, quoi. Est-ce qu'on le sait ? Et quand on le sait, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là ? Je ne peux pas répondre en général, tu vois. C'est compliqué. Et pour toi, ça marquerait la fin ? Ça dépend. Ça dépend si c'est toi qui es infidèle ou si c'est l'autre, c'est ça? Non? Ça dépend. Ça dépend de la raison. De la raison de l'infidélité? Vas-y, Oui. fais une phrase. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison ? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs raisons d'être infidèle? Je sais pas, j'en connais pas. Tu connais pas de raison d'être infidèle? Non. Et est-ce qu'il y a des raisons d'être fidèle? Bah oui. C'est quoi? Bah la personne, si tu la respectes, si tu l'aimes. Eh ben, tu es fidèle. Bah oui. Donc si t'es infidèle, Bah c'est que la personne, tu l'aimes pas. d'accord. C'est pas forcément qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est peut-être que on était un manque, on s'est senti délaissé, donc on est allé voir ailleurs et la personne a cru qu'on était trahi. Ça peut être ça aussi. Ça peut marquer la fin d'une relation. Ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve et où se trouvent les deux personnes. Je pense que c'est plutôt ça. Mais moi, c'est drôle parce que quand j'entends cette question, je repense à là aussi pareil à moi, à 13-14 ans. Et à 13-14 ans, j'aurais répondu l'infidélité, c'est pas possible. Enfin, soit on aime, soit on n'aime pas. Et si on n'aime pas, eh ben, enfin, si on est infidèle, c'est qu'on n'aime pas. J'aurais été dans cette absolue-là de dire c'est oui ou c'est non. Et c'est vrai qu'il y a toujours une part de moi qui reste âgée de 14 ans et qui se dit l'amour, c'est oui ou c'est non. Mais en même temps, c'est vrai voilà, il y a aussi le vécu et on apprend à se dire que ça dépend, en fait. C'est drôle là, j'ai 44 ans et j'avais 13 ans quand je pensais ça. En 30 ans, c'est vrai qu'on apprend ça dépend, mais je pense qu'il y a toujours une part de nous qui garde l'envie d'un absolu, c'est-à-dire de se dire que, voilà, si on aime, l'amour sera tellement grand que... On garde toujours cet espoir-là, mais je pense que l'être humain, quoi qu'il arrive, il tend toujours vers cette immensité, cet absolu, ce don de soi, tout ce dont on a parlé. Après, il fait aussi avec ce qu'il est, avec la vie, avec la vie, quoi. Enfin... Je suis d'accord avec ça. Rajouter quelque chose? Non, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup, je sais pas de qui c'est, mais ça fait bref de comptoir, mais j'espère que c'est pas ça. Avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants. Que je trouve vraiment... je pense que avec l'expérience et avec l'âge, comme tu dis, j'ai le même âge que toi, je peux me permettre, on apprend à supporter des choses qui nous auraient paru insupportables avant. Alors, moi, j'avais envie de vous lire un extrait de livre, parce que on a dit combien ça pouvait, pour Oriane, moi, peut-être Sébastien, je sais pas, être important, la littérature, la poésie. J'ai cherché beaucoup de poèmes ce matin, j'ai lu beaucoup de poèmes avant de venir. Et puis finalement, je suis revenue à un texte que je lis et que je relis sans cesse. Et je me demandais pourquoi. Et en le relisant, là, et en vous écoutant sur toutes les questions que vous vous posez, est-ce que on peut aimer l'homosexualité, la fidélité, le mariage forcé, le mariage tout court, la durée. Et moi, au fond, cet absolu dont tu parlais, je l'ai dans l'idée des amants et du couple. Et au fond, le couple, on ne sait pas ce que c'est un couple. Ça peut être une femme et un homme, deux femmes, deux hommes. Ça peut être des gens mariés ou pas mariés. Mais dans ce livre-là, on parle
de la rencontre absolue, universelle et charnelle. Et finalement, je rêve toujours de cet amour-là. Alors, je vais vous lire un extrait. Vous voulez bien ? Et cet homme qui a écrit ça, Saint Jean de Perse, n'a pu écrire ce livre qui s'appelle Amers. Les amers, ce sont les signaux depuis la terre que l'on voit quand on est sur la mer, en bateau. On appelle ça des amers. A-M-E-R-S. Et cet homme n'a pu écrire ce livre, en tout cas l'éditer, qu'après la mort de sa propre mère. D'ailleurs, il s'est marié aussi après la mort de sa mère. Vous voyez comme des fois ça peut être compliqué. Et voilà ce qu'il a écrit, qui pour moi est peut-être la chose la plus sublime que je connaisse. J'espère le lire pas trop mal. Étroits sont les vaisseaux, étroite notre couche. Immense l'étendue des eaux, plus vaste notre empire, aux chambres closes du désir. Entre l'été qui vient de mer, à la mer seule nous dirons, quels étrangers nous fûmes aux fêtes de la ville, et quel astre montant des fêtes sous-marines, 121 soirs, sur notre couche, flairait la couche du divin. En vain la terre proche nous trace sa frontière. Une même vague par le monde, une même vague depuis Troie, roule sa hanche jusqu'à nous. Au très grand large, loin de nous, fut imprimé jadis ce souffle. Et la rumeur un soir fut grande dans les chambres. La mort elle-même à son de conque ne s'y ferait point entendre. Aimez, ô couple, les vaisseaux, et la mer haute dans les chambres. La terre un soir pleure ses dieux et l'homme chasse aux bêtes rousses, les villes s'usent, les femmes songent qu'il y ait toujours à notre porte cet aube immense appelé mer, élite d'ailes élevée d'armes, amour et mère de même lit, amour et mère au même lit, ce dialogue encore dans les chambres, une même vague jusqu'à nous, une même vague par le monde. Moi, c'est ça, pour moi, l'amour. C'est ce balancement, comme les vagues de la mer, cette immensité et ce secret depuis que le monde est monde. Merci beaucoup Aline Payet. Et donc nous remercions nos invités et de répondre à nos questions vu qu'on est assez curieux. On est curieux de tout et n'importe quoi, donc on vous remercie vu que vous avez beaucoup plus d'expérience que nous. Et on aime toujours savoir les avis des autres, histoire de se référer, de toujours être au courant. Et donc on vous remercie énormément. Après avoir parlé d'amour et de littérature, quoi de plus normal que de se demander ce que l'on veut en amour ? En amour, je veux me sentir bien. En amour, je veux avoir toujours 14 ans. Continuer de croire que le grand amour existe et que les âmes sœurs aussi existent. En amour, je veux avoir confiance. En amour, je veux être près sans s'étouffer et loin sans s'inquiéter. En amour, je veux que tout le monde ne soit plus jamais déçu. En amour, je veux de la joie. En amour, je veux de la tristesse. En amour, je veux que ça soit intense. En amour, je veux de l'action régulière et intense. En amour, je veux que ça bouge. En amour, je veux de la maturité. En amour, je veux de la fidélité. En amour, je veux vivre. En amour, je veux de la confiance. En amour, je veux du bonheur. En amour, je veux être heureuse pour toujours. Donc, nous remercions infiniment les invités Oriane Charpentier, Sébastien Joagnez et Aline Payet. Merci. L'équipe de Cinévie et en plus particulier Florent et Julien.
Alex aussi. Alex. Et Alex aussi. Pour le son. Tous les jeunes du projet des collèges Jean Jaurès et Marais de Villiers. Les professeurs et documentalistes, Madame Armango, Madame Lamarck, Madame Soum et Camberlin et Madame Rodriguez. Le rectorat pour son soutien. L'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour le festival Hors Limite. Le cinéma, le Méliès. Et enfin, les bibliothèques de Montreuil et plus particulièrement les bibliothécaires Josépha, Marilyn et Valérie. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Nous nous retrouvons le vendredi 25 mai 2018 pour la soirée ado à la bibliothèque. Merci Francis. Et la diffusion en avant-première du film Et moi qu'est-ce que j'en pense, saison 5. S'il vous plaît, saison 5, Parlez-moi d'amour. Cette soirée inaugurera le travail de Pierre Ferrero, auteur de BD en résidence qui prépare une exposition autour de la question amoureuse chez les ados et également une BD originale à partir des ateliers. Puis au mois de juin au cinéma, au Méliès pour une diffusion à tout public de l'émission qui sera suivie d'un débat. Merci encore à toutes et à tous.